Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer pendant que l'installation technique se termine. Merci beaucoup d'être présents ce soir donc, pour ce débat de presque clôture de ces quelques jours d'assises. Et on remercie chaleureusement Clotilde Lecause et toutes les assises de nous accueillir ici. Donc, c'est une table ronde qui est organisée par l'association Un bout des médias, qui est une association citoyenne dont la mission est de promouvoir l'indépendance des médias et le pluralisme. C'est une association qui a été créée il y a 2-3 ans à l'initiative de notamment la Société des lecteurs du journal Le Monde et d'une économiste qui s'appelle Julia Cagé. On a choisi aujourd'hui comme thématique de cette table ronde l'indépendance des médias et plus particulièrement la contribution du Media Freedom Act, donc, qui est un projet de règlement européen qui a été dévoilé mi-septembre 2022, c'est-à-dire il y a à peu près 2 mois. Et pour parler de ce projet de règlement européen, on a la chance d'accueillir donc Madame Gwendoline Delbos-Corfield, qui est députée européenne, membre d'Europe Écologie Les Verts, rapportrice du Parlement européen sur l'état de droit en Hongrie. Merci beaucoup d'être présente. Est également présent avec nous Madame Renate Schröder, qui est directrice de la Fédération européenne des journalistes, qui est une fédération professionnelle qui réunit 61 organisations de journalistes dans 40 pays en Europe. Et enfin, Madame Sabina Tsakova, donc, qui est fonctionnaire européenne à la Commission européenne et plus précisément à la DG Connect, donc, qui est la direction générale des réseaux de communication du contenu et des technologies, donc, qui est notamment en charge de European Media Freedom Act et qui est une juriste spécialiste du droit de la concurrence et du droit des médias. Merci beaucoup d'être présent. Donc, pour peut-être simplement présenter très brièvement les choses avant de laisser la parole à nos invités, le Media Freedom Act est un projet de règlement européen, c'est-à-dire, peut-être pour dire les choses, un acte juridique de portée assez générale, mais qui a la particularité d'avoir une application directe dans chacun des 27 pays membres de l'Union européenne, sans avoir besoin de repasser devant le Parlement de chacun des pays. Donc, le projet a été dévoilé mi-septembre 2022 par 2 commissaires européens, Vera Jourova, qui était, je crois, présente aujourd'hui déjà aux assises, et Thierry Breton, qui est le commissaire chargé du marché intérieur. C'est un projet qui part du constat que l'information n'est pas un bien comme les autres, mais un bien public, et que le secteur des médias requiert des régulations spécifiques. La Commission a fait un certain nombre de constats sur certaines failles dans le cadre réglementaire et a formulé différentes propositions. Et du coup, l'objet de ce débat ce soir est d'aborder ces différentes thématiques. Et pour commencer tout ça, je voulais vous proposer de commencer par donner la parole à Madame Tsakova, puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a directement participé à l'élaboration de ce texte. Et je voulais vous proposer de commencer en lui demandant peut-être, je lui demandais avant de venir ici, peut-être de manière assez naïve, mais déjà peut-être de nous expliquer tout simplement comment ça se passe d'élaborer un règlement européen. C'est un travail qui semble considérable. Combien de personnes travaillent là-dessus à la Commission? Est-ce qu'il y a des représentants pour chacun des 27 pays de l'Union européenne? Enfin, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur un petit peu la cuisine interne de la Commission et comment on en arrive là? Voilà. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Et voilà, merci aussi pour l'invitation pour participer à ce panel. Voilà, c'est vrai que ça fait seulement 2 mois qu'on a dévoilé ce projet, mais qui a pris un certain temps à être préparé par les services de la Commission. Et donc voilà, une petite introduction un peu comment on a fait pour en arriver là aujourd'hui. Normalement, disons, quand il y a un projet de législation, que ce soit une directive ou un règlement, généralement, c'est vrai qu'il faut de la volonté politique. Et donc, vous avez pu entendre que la présidente de la Commission, l'année dernière, donc c'était septembre 2021, elle a annoncé dans son exposé sur l'état de l'Union qu'il y aurait une législation en préparation par la Commission sur la liberté des médias. Car, justement, c'est ce que Benoît vient de dire, l'information est un bien public. Les entreprises de médias ne sont pas des entreprises comme toute entreprise et doivent être protégées.
Et donc, on s'est mis à rédiger le texte et à réfléchir quelles sont les possibles mesures qui pourraient être envisagées au niveau européen pour faire face à certains défis dans les pays de l'Union européenne en termes de médias. Comme on va en discuter sans doute plus tard, des problèmes de transparence, d'ingérence politique, économique, les conditions de travail des journalistes qui sont parfois insuffisamment protégées dans certains États membres. Et donc, pour travailler sur ce texte, ce qu'on a fait d'abord, donc on est une unité de, disons, je dirais 8 personnes ont vraiment travaillé sur ce dossier. On est des personnes de nationalités différentes, mais disons que ce n'est pas une précondition pour écrire une législation d'avoir des gens qui soient de tous les pays membres de l'Union européenne. Mais bien sûr, c'est bien d'avoir je sais pas, des gens venant de différents pays afin de pouvoir regarder les législations respectives, car généralement, on s'inspire aussi de ce qui existe déjà au niveau national pour aussi écrire la législation. Et donc notre team je dis 8 personnes, mais voilà, un peu au hasard comme ça, mais voilà, on est autour de 8 personnes qui ont travaillé sur ce projet. On a d'abord fait une consultation très large afin de préparer l'analyse d'impact qui doit être faite avant chaque projet de législation européenne. Et donc, dans ce cadre, on a eu une consultation publique, d'ailleurs, à laquelle tout citoyen même pouvait participer et donner son avis sur les mesures qu'on envisageait à ce moment-là. On a également consulté les parties prenantes plus directement concernées aussi dans des consultations bilatérales, donc pour voir est-ce que certaines choses marcheraient, quelles seraient les meilleures mesures qu'on pourrait prendre au niveau européen et les meilleures, disons meilleures et les mesures les plus équilibrées qui marcheraient et qui pourraient donner suite un jour à un vrai règlement. Donc pour l'instant, c'est une proposition de la Commission, je voulais signaler, donc il n'y a pas de législation pour l'instant. La Commission a l'initiative pour les projets de législation. Une fois que maintenant il y a une discussion entre les États membres au Conseil, il y aura aussi des débats au Parlement européen et les deux institutions, donc les co-législateurs, vont se mettre ensemble pour discuter ensuite de leur position et se mettre d'accord sur un texte dans je ne sais pas combien de temps, mais je dirais, on espère jusqu'à la fin de l'année prochaine. Si ça se passe, ce serait super. Merci beaucoup. Alors peut-être pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, dans le contenu de ce texte, je vais peut-être interroger Madame Schröder qui représente la Fédération européenne des journalistes pour lui demander en quoi le texte est de nature à améliorer, à favoriser le travail des journalistes en Europe. Est-ce que je crois que la Fédération a plutôt pris position en faveur de ce règlement et je voulais connaître votre point de vue là-dessus. Ça marche ? Oui, bonjour, merci, merci beaucoup, merci d'être ici, merci d'être invité au nom de la Fédération européenne des journalistes. Juste une petite précision, nos membres sont des syndicats, des associations des journalistes dans 45 États membres du Conseil d'Europe. Et ils ont dans tous les 27 membres de l'Union européenne. Donc, vous pouvez imaginer que cet acte provisoire a une importance énorme chez nos membres. On a eu une discussion hier et il y a beaucoup d'intérêt. Je pense en général, comme vous dites, on félicite cet acte. C'est quelque chose, on parle d'un novum politique. Je pense que c'est pour la première fois que la Commission a mis, comme vous avez dit, que l'information en bien public. En fait, ça fait des années que le motto de notre fédération est « journalisme et en bien public ». Et on est très content que finalement, c'est reconnu. Parce que moi, ça fait presque 30 ans que je travaille dessus. Et avant, la question des médias, c'était toujours la subsidiarité. Il ne faut pas toucher, c'est sensible. Et ça reste au niveau des États membres, sauf cette directive sur la média audiovisuel. Donc, bref, qu'est-ce qu'il est pour nous très important? Peut-être je dis juste quelque chose qu'on apprécie, que c'est des dons.
il y a plusieurs articles, conditions de travail des journalistes, on aimerait bien avoir, mais je pense que c'est un peu exagéré. Mais malgré tout, il y a des points qui sont très importants pour nous. Par exemple, la question des protections de sources. Vous pouvez imaginer que pour la liberté de presse, la protection des sources des journalistes est extrêmement importante, au même temps extrêmement menacée. Et pas seulement la protection des sources, mais aussi les questions de surveillance. On parle de spyware en anglais, mais il y a d'autres moyens de spyware. Il y a une surveillance de masse, d'un degré, je pense, on ne se rend pas encore compte. Donc, en appréciant qu'il y a un article sur ça, nous, on trouve que ça ne va pas assez loin. Il y a, en fait, ça n'accorde pas au principe qu'ils ont mis dans le Conseil d'Europe et dans le case law du cours des droits d'homme. Il faut absolument améliorer si on veut vraiment profiter de cet article. En plus, c'est très important déjà dans le scope de la directive d'ajouter aussi les journalistes indépendants. Pour l'instant, il y a juste les fournisseurs de médias dedans, mais vous savez, il y a pas mal de journalistes indépendants qui écrivent, qui sont aussi menacés par des protections des sources. Et ce sont des plus précaires. Donc, mais je suis positive parce que là, on est d'accord avec pas mal des autres organisations, entre autres les médias, les organisations des médias, et ça pour nous, c'est très important. Il y a d'autres articles, il y a l'article 6, on avait parlé un petit peu pour les minimums des transparences que les fournisseurs des médias doivent donner. Ils doivent donner ça aux consommateurs. Malheureusement, pour nous, ce n'est pas suffisant. Nous, on a besoin des régulations plus binding, plus engageantes et des bases de données qui donnent vraiment accès à toute cette transparence des propriétés et qui doit être aussi checked. Désolée, maintenant c'est mon anglais là, vérifié par les organes indépendants. Mais bon, ça, au moins, ça c'est déjà dedans. Je sais déjà 7 points que pour moi c'est un minimum et attaqué par quelques éditeurs. Eux, ils parlent de l'importance de protection des bases de données. Et j'espère vraiment qu'on reste ferme sur ça et même qu'on va plus loin. Article 6.2. C'est la question de l'indépendance éditoriale. Pour nous, c'est un article très important. On peut parler plus tard de ça. Je ne sais pas si vous voulez que je continue un peu ou ça devient un peu long. Oui, on peut, parce que j'ai un peu peur qu'on perde l'auditoire peut-être sur certains points techniques. Absolument. Ou peut-être qu'il faudrait qu'on les rappelle d'abord. Mais je voulais peut-être aussi déjà donner la parole à Madame Delbos-Scarpil pour peut-être avoir déjà son premier sentiment. Aussi, je crois que vous êtes beaucoup investi sur les questions de liberté publique. Sur la question de l'état de droit en Hongrie, il y a pas mal de dispositions dans ce règlement qui résonnent un petit peu avec la situation en Europe de l'Est. On peut même penser que certaines dispositions ont été spécifiquement rédigées pour faire face à cela. Quel est votre sentiment, vous, sur ce projet de règlement ? Oui, merci. Donc effectivement, Gwendoline Delbos-Scarpil, je suis donc membre de la commission du Parlement européen qui s'appelle LIBE. Qui correspond à la commission des lois dans la plupart des États. Donc effectivement, on traite les questions de liberté, de droit, de démocratie, de sécurité, de migration, de liberté numérique. Et je suis plus spécifiquement pour le Parlement européen la rapportrice sur la situation en Hongrie, qui est probablement effectivement une des évolutions dramatiques qui a pu amener la Commission et l'Union européenne en général à s'interroger sur cette question. Ceci dit, c'est pas la seule histoire, loin de là, parce que j'appartiens aussi à un autre groupe de travail du Parlement européen qui devient de plus en plus important, qui s'appelle le DRFMG, Democracy, Rule of Law Fundamental Rights Monitoring Group, ce petit groupe de travail où on est 2 par groupe, qui est présidé par Madame Sophie Invelt. Il a été créé en fait au précédent mandat. Il a été créé en 2017 et il a été créé en 2017-2018 et il a été créé en fait à la suite de la mort de 2 journalistes, de Jan Kuciak en Slovaquie et de Daphne Caruana Galizia
à Malte, avec le même cadre global, le même contexte de journalistes indépendants qui font une investigation poussée sur des questions de corruption qui amènent au plus haut niveau des gouvernements dans ces deux États et qui seront mis au silence de la manière la plus définitive et dramatique qui soit parce qu'on ne veut pas qu'ils révèlent un certain nombre de choses et qui a réveillé, je crois, un petit peu les consciences au Parlement européen, mais de manière générale dans l'Union européenne. Alors pas de manière générale, totale, et pas de manière non plus spontanée. Il y a un gros travail, par exemple, fait par la famille de Daphne Caruana Galizia pour toujours mettre la pression, mais quand même, globalement, beaucoup de gens se sont dit bon, on n'en a pas tout à fait fini avec peut-être les années noires de la mafia en Italie et ce genre de choses. En fait, les journalistes sont encore en danger, et peut-être même un peu plus finalement qu'il y a encore quelques années en arrière. Donc c'est ce contexte-là global. C'est la mort de ces deux journalistes, c'est la situation des médias en Hongrie, où il n'y a plus de pluralisme des médias du tout. Il y a effectivement, la plupart des médias sont concentrés dans les mains de quelques personnes qui sont des proches de Viktor Orban, mais même ça, en fait, on a un problème de transparence dessus. C'est une histoire qui est intéressante à connaître, et c'est pour ça que le Media Freedom Act pourra peut-être empêcher que ça se reproduise dans un autre pays. C'est trop tard pour la Hongrie, si je puis me permettre, sauf s'il y a un changement de gouvernement, mais c'est trop tard aujourd'hui pour revenir en arrière en Hongrie, mais ça peut servir pour ailleurs. Ce qui s'est passé en Hongrie, c'est que des oligarques, qui sont des proches de Viktor Orban, le Premier ministre, commencent à racheter un certain nombre de médias de toutes sortes, mais télé, radio, Internet, etc. Et d'une manière très spontanée et vraiment comme ça, un coup de tête, un jour, tous donnent de manière très généreuse tous ces médias qu'ils ont achetés à une structure que l'État vient de créer, très opaque, qui s'appelle la Keshma. Et donc depuis, cette Keshma gère la grande majorité des médias hongrois. On ne sait plus qui détient quoi, on ne sait surtout pas qui décide quoi. La ligne électorale se décide au plus haut point, et évidemment dans cette Keshma, dont pendant un certain nombre d'années on n'avait même pas une idée de qui appartenait, s'il y avait un conseil d'administration qui y appartenait, c'était l'opacité la plus totale. Aujourd'hui on a quelques infos, voilà. Et il y a effectivement encore des médias indépendants en Hongrie. Ces médias indépendants sont empêchés dans leur travail continuellement, à la fois par le manque de subsides. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel le Media Freedom Act peut apporter des réponses. Y aura-t-il demain l'obligation de subvention pour des médias indépendants par les gouvernements? Ce serait quelque chose d'intéressant. L'obligation de savoir comment un des grands moyens dans les pays de l'Est, notamment d'utiliser l'argent et de faire vivre des médias, c'est d'acheter de la publicité gouvernementale. C'est un énorme biais de financement des médias dans l'Est. Pour moi, c'était un peu surprenant parce que ça n'existe pas en France, j'ai découvert ça. Et donc, en fait, évidemment, les gouvernements, du jour au lendemain, quand ils changent, ne vont faire que financer à travers les médias qui leur sont proches et qui disent des choses qui leur font plaisir. Donc là aussi, on demande aujourd'hui qu'il y ait des règles là-dessus, sur le financement des médias par la publicité gouvernementale, par les informations que donnent les médias, etc. Voilà, l'obligation, par exemple, d'inviter tout le monde à ces conférences de presse. Ça, c'est aussi un problème. Le gouvernement hongrois sélectionne à qui il parle, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont inspiré le Media Act Freedom. J'aurais beaucoup de choses à dire dessus, mais ça va dans le bon sens. Il manque beaucoup de choses contraignantes, comme ça a été dit. Et surtout, on a une résistance très forte aujourd'hui sur cette fameuse question de qui détient quoi. Et ça, pour moi, elle est une question essentielle. Je finis juste là-dessus, pardon. C'est parce que là, je vous ai beaucoup parlé des problèmes quand c'est des gouvernements qui le font de manière publique. Mais il y a évidemment la question de la concentration des médias par le privé, une question auquel on se confronte en France. Et ça, la transparence. Et ça, on a une grande résistance des éditeurs sur cette transparence. Alors justement, c'était sur le point sur lequel je voulais revenir, parce que du coup, Madame Schröder, vous avez pas mal parlé de cette question de la transparence comme d'une avancée. Je pense que Madame Delvaux, vous avez très très bien mis en avant ce que ça pouvait apporter, par exemple dans le cas de la Hongrie, où il y a une grande opacité sur donc tout ce groupe de médias. Juste pour bien expliquer à tout le monde, le Media Freedom Act comprend un article, l'article 6.1,
qui impose à tout média européen de divulguer l'identité de ce qu'on appelle ses bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire que très souvent un média va appartenir à une société qui appartient elle-même à une autre société, etc. Et la législation sur les bénéficiaires effectifs, ça permet de remonter jusqu'à la personne physique, l'individu qui exerce un contrôle effectif sur l'actionnariat. Donc c'est cette avancée-là dont on parle ici, c'est-à-dire l'obligation pour les médias européens de divulguer la personne physique qui contrôle tout ça derrière. Il y a eu un gros revirement cette semaine, puisqu'il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre qui porte sur la directive anti-blanchiment qui est citée dans le European Media Freedom Act. Ça va être un peu technique. Et la Cour de justice de l'Union européenne est revenue sur cette notion de bénéficiaire effectif en l'estimant contraire à la protection de la vie privée des individus. Et du coup, je voudrais adresser une question à Madame Tchakova, lui demander est-ce que vous pensez que ce que vous avez écrit donc, dans le European Media Freedom Act d'imposer la transparence des médias est quelque chose que vous envisagez comme encore possible, et également, est-ce que vous pensez que vous serez en mesure d'appliquer des sanctions, c'est-à-dire que ferez-vous si un média refuse de s'y conformer? Oui, merci pour la question. Donc je voulais juste mentionner, c'est vrai qu'il y a... il faut plus près. Donc il y a effectivement cet article sur la transparence de la propriété des médias à l'article 6.1. Il y a aussi, juste pour mentionner aussi, pour information aussi, qu'il y a une recommandation en parallèle que la Commission a adoptée. Donc c'est une recommandation, rien de contraignant pour les États membres ou les médias, dans laquelle on encourage en fait les États membres à développer et maintenir une base de données en ligne également. C'est ce que Madame Schröder se référait, je crois, à ça dans l'idée d'aller plus loin et d'essayer d'aller au-delà. Alors maintenant, sur la question spécifique du jugement, je reconnais ne pas l'avoir lu. Je sais, essentiellement, bien sûr, la ligne générale qui a été stipulée par la Cour. Donc c'est un peu difficile de me prononcer comme ça. Je crois que là, c'était ce qui était en cause, c'était plus les bases de données, je crois, qui étaient ouvertes par les autorités nationales. C'est vrai que là, juste pour faire un parallèle, ce qu'on propose est différent, parce que là, c'est donc les médias eux-mêmes qui devraient dévoiler par exemple, sur leur propre site, les infos sur leurs propriétaires directs, indirects, aussi les bénéficiaires. Donc la chose est un peu différente à première vue. Maintenant, en termes de sanctions, par rapport à si un média ne dévoile pas, par exemple, ces données sur son site internet, par exemple, c'est un règlement. Donc, je pense que voilà, il y a la possibilité d'aller devant la Cour pour un citoyen, par exemple, qui remarquerait que certains médias ne sont pas transparents à ce sujet. Donc, je crois qu'il y a cette possibilité d'aller au niveau national et faire valoir son droit, en fait, en quelque sorte. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Merci. Alors, il y a beaucoup de sujets dans ce Media Freedom Act, on va peut-être pas pouvoir tous les aborder en détail aujourd'hui. L'un d'entre eux que je voulais aborder et dont on n'a pas encore parlé du tout, c'est celui des grandes plateformes en ligne, puisqu'il y a il y a des dispositions spécifiques là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est très ambitieux. On parle ici des grandes plateformes type Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Et il y a comme projet dans le European Media Freedom Act de créer un statut particulier pour les médias sur les grandes plateformes. Donc les médias pourraient s'inscrire en tant que médias sur les grandes plateformes et ça leur donnerait des droits particuliers, notamment pour prévenir le fait que les contenus qu'ils publient sur les réseaux sociaux puissent être supprimés. Est-ce que l'une d'entre vous veut nous en dire un peu plus, ce qu'il en pense, s'il pense que c'est une avancée ou si... Ça s'inscrit dans un travail beaucoup plus large qui est fait par l'Union européenne de régulation du monde d'Internet et des médias sociaux, etc., à travers deux grands textes qui sont le Digital Market Act et le Digital Service Act, et où effectivement on cherche et on tâtonne, et c'est pas encore parfait, et ça va pas l'être avant un moment, mais où l'Union européenne cherche, contrairement à un pays comme les États-Unis qui prône la liberté d'expression à un point où effectivement c'est compliqué de faire de la modération, on cherche à trouver l'équilibre entre modération
et liberté d'expression, modération et refus de la désinformation, fact-checking, etc., etc. Et donc, on a imposé aux plateformes un certain nombre d'obligations. Alors, c'est en train de se mettre en place, hein, c'est pas encore... Voilà, mais c'est vrai que normalement, demain, les plateformes vont être responsables, face notamment à la justice, si on va en justice, si elles ont laissé passer des désinformations totales, si elles ont laissé passer les insultes, les produits de haine, etc., mais aussi à des informations. Donc, par rapport à ça, c'est pas inintéressant que les médias puissent ne pas se faire censurer, parce que il y a aussi toute la question de dans les grandes plateformes, qui va décider? Est-ce que c'est des algorithmes? Est-ce que c'est des personnes? Comment ils vont faire leur choix? Est-ce que des mots-clés vont tout d'un coup faire réagir et donc un texte sera supprimé? On a toute cette question-là. Et donc, effectivement, c'est pas inintéressant que des médias puissent ne pas être considérés exactement comme quelqu'un de lambda, ou encore pire, comme de la publicité. Il y a beaucoup de gens qui, essaye de faire passer un point journalistique, alors qu'en fait, c'est de la pub pour quelque chose, etc. Donc, c'est pas inintéressant que ce sujet-là existe. Après, on a toujours la problématique auquel on s'était confronté, par exemple en France, je ne sais pas si ça avait été ailleurs au moment de la pandémie, où le gouvernement avait cru bien faire en disant, alors, pour avoir les bonnes informations, nous, on va vous dire la liste des journaux qui sont les bons journaux. C'est ça qui va être notre problème après. Ça va être effectivement comment, au niveau politique, on se permet ou pas de faire une liste de ceux qui sont considérés comme les médias. Voilà. Elle est là, le questionnement. Donc, voilà, je pense que c'est des sujets sur lesquels on est en train de chercher les bonnes options, et que c'est important qu'on en discute, que c'est important qu'effectivement, comme ça a été dit, l'information journalistique n'est pas un produit comme les autres, donc ils ont une place particulière, mais après, c'est à cette complexité de qui décide. Et si je permets, exactement, et ça c'est aussi un peu le problème, parce que maintenant, dans ce fameux article 17, il faut quand même dire que ce n'est pas une media exemption, parce que dans la DSA, on avait essayé, il y avait beaucoup de polémiques autour d'une media exemption, et heureusement, on était d'accord, ce n'était pas accepté. Ici, c'est quelque chose comme un privilège pour les médias, et comme vous avez dit, on trouve aussi, j'ai justifié. Mais c'est la question qui décide quel média a droit à ce privilège. Parce qu'il donne 2-3 exemples. Il faut être autorégulé, il faut avoir des standards éthiques et tout ça. Et c'est qui décide? Ce sont les plateformes qui décident. Et on sait probablement aussi qu'Emska ou en Hongrie, qu'ils ont leur petit statut éditorial, pas difficile. Voilà, on est très bien sur la autorégulation, on fait partie. Donc, et c'est absolument clair, c'est pas facile. On n'a pas des solutions faciles. Il faut en parler. Nous, on n'a pas encore notre position très claire, et on parle avec beaucoup des autres organisations, inclus aussi les sociétés civiles comme Disinfolab, qui sont furieusement contre même ce qu'on a là aujourd'hui. Mais ce qu'il est déjà très positif, je trouve, il parle d'une obligation, d'une transparence pour les décisions quand il y a le contenu qui est enlevé. Ça, c'est très important. On a eu ce matin une collègue de la UR qui a parlé quand même de beaucoup des exemples où leur produit, contenu éditorial est enlevé des plateformes, et on est complètement d'accord, c'est un grand problème. Mais c'est aussi un problème pour les journalistes. Les journalistes, de nouveau, ne sont pas dedans ici. Et ça peut-être complique des choses parce qu'on ne veut pas une définition des journalistes. Bref, pour dire, il y a encore beaucoup de questions ouvertes, mais je pense que c'est très important dans cette discussion. Alors, ouais, donc juste pour bien réexpliquer, donc on parle d'une disposition où lorsqu'un réseau social voudra supprimer des articles, par exemple, publiés par quelqu'un qui aurait été enregistré comme un média, il devra donner même un exposé des motifs, nous dit le règlement. C'est-à-dire qu'il devra, Twitter, par exemple, devra donner des explications au Monde s'il retire un article du Monde. Pour être très, très concret, on voit qu'on est quand même à des années-lumière de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où ce même Twitter, justement, nous parle de mettre en place une sorte de Far West un petit peu, ou de supprimer toute forme de régulation. Donc on voit qu'il y a une sorte de fossé qui se creuse entre l'Europe et les États-Unis là-dessus. Est-ce que, Madame Tsakova, vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée à cette régulation? Est-ce que vous êtes concerté avec les plateformes? Est-ce que c'est aussi quelque chose que les plateformes ont accepté est-ce qu'elles ont accepté de jouer le jeu, par exemple, pour mettre en place ce type de mécanisme, ou comment ça se passe concrètement?
Oui, je voulais en fait juste rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit aussi par rapport à tout ce qui est, voilà, quels médias, en fait, disons, auront un certain privilège par rapport à d'autres utilisateurs de plateformes, et aussi les risques en fait, de problèmes de désinformation en fait, qui ont créé, c'est vrai, beaucoup de débats pendant la discussion sur le Digital Service Act. Et là, je ne sais pas si, voilà, pour aller plus en détail, juste pour voir, par exemple, le paragraphe 2, vous pourrez voir qu'il est très clair que tout ce qui est, enfin, le privilège par rapport à la notification préalable, avant qu'un contenu, par exemple, soit supprimé, ne s'applique pas quand ce contenu risque constitue un risque systémique. Et en fait, quand vous regardez le DSA aussi, tout ce qui est campagne de désinformation, par exemple, ne serait pas couverte par cet article. Donc ça, c'est très important de mentionner pour aussi montrer à la communauté je crois, qui lutte contre la désinformation qu'on a été vigilant et on sait qu'il peut y avoir des soucis en ce sens. Après, voilà, est-ce que les plateformes ont spécialement été informées avant ? Je dirais que voilà, on a fait une consultation générale sur différentes parties du texte. Après, on n'est pas allé dans les détails avec les différentes parties prenantes, mais certainement maintenant il y aura une discussion avec l'ensemble de l'industrie et des plateformes, car il y aura beaucoup de débats dans les prochains mois. Désolée, mais juste une chose. Je sais, les éditeurs, ils sont pas contents avec ça. Ils veulent encore aller plus loin. Mais, excusez-nous, en même temps, ils boycottent plus ou moins cette Media Act. Ils ne veulent pas plus de transparence. Ils refusent toute cette qui autour de l'indépendance éditoriale. Donc, je trouve qu'il faut être un peu honnête. Hein. On ne peut pas les donner une exemption s'ils sont pas d'accord avec certains principes. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. On n'a pas de représentants des éditeurs ce soir. Pour tout vous dire, on les apprend parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui représentent les propriétaires de titres de presse qui sont élevés assez durement contre ce texte, mais ils n'ont pas voulu répondre et s'expliquer aujourd'hui. Mais on va quand même essayer c'est pas mal de rapporter quand même leurs arguments. Je passe un peu du coq à l'âne, mais il y a un autre sujet qui est assez important, qui est traité dans ce projet de règlement européen, qui est celui de la concentration des médias, que je mentionne aussi parce qu'il est assez cher à l'association Un bout des médias qui organise cette table ronde. Il y a plusieurs opérations de concentration de médias importantes en cours en Europe aujourd'hui. La question se pose un petit peu de savoir à quel niveau ça doit être pris en charge. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit simplement laisser ça aux autorités qui s'occupent du contrôle de concentration de droit commun, c'est-à-dire ça peut être des autorités nationales ou ça peut être au niveau de la Commission européenne. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir un dispositif spécifique pour les médias ? Le règlement fait une avancée assez timide là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau dispositif sur la concentration des médias. Il y a eu un choix qui a été fait simplement d'obliger les États membres de fournir des analyses sur l'état de la concentration capitalistique et l'impact sur le pluralisme. On parle simplement de faire des études. Est-ce que vous pensez que ça va assez loin ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place d'autres types de dispositifs ? La question est un peu ouverte à celle qui souhaite répondre. Je peux juste commencer. Oui, évidemment, pour nous, ça ne va pas assez loin, spécifiquement pour nos membres, parce que la concentration des médias, comme vous dites, c'est un grand problème. Par exemple, l'Institut à Florence qui font des études Media Pluralism Monitor chaque année. Et quand on regarde la carte d'Europe, c'est, je pense, à côté des 2 pays qui sont en jaune, toute Europe est rouge. Et ça veut dire high risk, donc un risque élevé sur la concentration des médias. Je pense que ce n'est pas étonnant, mais malgré tout, on a aussi chez nous des membres qui disent bon, la concentration des médias, on n'est pas tellement contre, spécifiquement dans les petits pays, parce qu'on a besoin des fusions pour survivre aussi vis-à-vis les plateformes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les plateformes? Qu'est-ce qu'on fait avec son contrôle énorme des plateformes? Donc, tout n'est pas facile. Ça, c'est juste pour dire, c'est aussi chez nous compliqué. Ici, ce qu'on trouve positif, c'est pour la première fois, la Commission reconnaît le problème. Il parle des public interest tests, des assessments. Ça, c'est quelque chose, pour la première fois, ça s'est refait. Et je pense que cet exercice elle-même est déjà
importante. Néanmoins, on trouve de faire des opinions et après la commission regarde les opinions et on reste sur les opinions. Et ça, je pense, je ne dois pas répéter que pour nous, ce n'est pas suffisant. Mais malgré tout, c'est une petite tape en avance. Oui, alors pour moi, c'est pas suffisant, mais c'est une grosse question comment on gère le sujet. La concentration, c'est effectivement aujourd'hui un des plus gros problèmes. Et on s'est retrouvé, par exemple, dans le cadre de la Hongrie, avec une incapacité, ou en tout cas, la Commission se dit incapable d'agir pour différentes raisons. Il y a donc la Commission, quand un État, vous parliez tout à l'heure de sanctions, ou la Commission, quand un État membre fait quelque chose qui ne va pas sur une question environnementale, sur une question économique, sur une question de produits de consommation dans le marché intérieur, elle lance ce qu'on appelle des procédures d'infraction. Et sur l'état de droit, elle peut en lancer aussi, selon un certain nombre de choses auxquelles les États doivent se contraindre. Et donc, il y a eu des procédures d'infraction lancées contre la Hongrie sur beaucoup de sujets. Pas suffisamment encore assez pour moi, vu que depuis 10 ans, tout se détruit tout le temps, et pas suffisamment pour la plupart des gens, mais il y en a quand même eu. Mais il y a un sujet sur lequel on n'a pas réussi à la faire agir. On a réussi à la faire agir sur un certain nombre de droits fondamentaux liés aux personnes LGBTI. On a réussi à la faire agir sur la criminalisation des sociétés, de la société civile et des associations. Encore une fois, hein, ça ne va pas assez loin, etc. Mais n'empêche qu'elle a lancé des procédures d'infraction. On n'a pas réussi sur les médias. Il y a eu même au niveau de la DG, donc pas la DG Justice, etc., mais de la DG Concurrence, Compétition. Il y a même eu vraiment des gens qui ont déposé des complaintes très précises. Et la DG, la Commission répond deux choses. Elle répond soit c'est en dessous des marchés que nous on considère. Sauf que effectivement, les médias, c'est pas un bien comme les autres, voilà. Et ou aussi, elle dit, en fait, on n'est pas réellement compétent pour agir parce que c'est les médias. Donc, dans les deux cas, il va falloir qu'on s'équipe de règles pour que la Commission puisse agir, parce que c'est effectivement un sujet sur lequel on écrit des tonnes de choses. La Commission, dans son rapport sur l'état de droit de tous les pays, c'est un des points essentiels qu'elle dit être, hein, le pluralisme des médias. On considère que c'est une des trois problématiques pour qu'une démocratie fonctionne. Et pourtant, on n'a pas de moyens aujourd'hui pour agir sur cette concentration des médias et sur le fait qu'à un moment donné, dans un certain nombre de pays, la Hongrie, la Pologne, mais en fait beaucoup plus, 95% des informations qui sont aisément accessibles pour les personnes disent la même chose et représentent la même chose. Il faut savoir qu'en Hongrie, accéder à une information différente est devenu extrêmement difficile, à un point qui est complètement fou. Vraiment, la télé, la radio, la média racontent. Mais c'est aussi le cas en Pologne, et c'est aussi le cas à certains moments. La situation est fluctuante selon les pays. Voilà. Et donc, effectivement, on a besoin de ça. Ça passe pas que par empêcher la concentration, mais c'est un des aspects. Donc, pour moi, il faudrait aller beaucoup plus loin. Il faudrait évidemment, et là, la question de il faut survivre, il faut quand même survivre, oui, ça j'entends. Donc, il faut aussi peut-être qu'on soit beaucoup plus sérieux sur la question d'argent qui va vers les médias indépendants, vers la protection des journalistes indépendants qui font des investigations importantes, vers du financement pour ça. Là-dessus, je pense qu'on n'est pas assez fort. Je pense aussi qu'on a besoin d'une agence indépendante européenne, comme on a sur énormément de sujets. On a de plus en plus de ces agences. Bon, c'est parfois aussi un questionnement qui les régule, mais une agence européenne pour taper sur les doigts, parce que la problématique de s'en tenir qu'aux régulateurs nationaux, ce qui est un petit peu le problème actuel, c'est que les régulateurs nationaux, ils fonctionnent bien par moment. Et puis, si on est face à un gouvernement qui commence à déstabiliser l'indépendance de ces structures, on n'a plus de régulateurs nationaux qui fonctionnent bien. Justement, je voulais interroger, merci beaucoup, je voulais interroger Mme Sakova, juste pour que vous nous expliquiez peut-être pourquoi est-ce que le texte n'a pas été plus loin sur la concentration, parce que j'imagine que c'est quelque chose qui a dû être débattu, et peut-être aussi nous éclairer, parce que vous parlez de la mise en place d'une agence européenne, mais il y en a une qui est mise en place dans le cadre de ce texte. Ouais. Je commencerai alors peut-être avec la deuxième question, juste par rapport à l'agence européenne. Donc, en fait, dans l'actuelle proposition, ce qu'on a choisi en fait comme système de gouvernance, c'est pas vraiment exactement une agence comme par exemple en matière de télécommunications, par exemple, il y a une agence vraiment spécifique. Ici, on est un peu à mi-chemin entre ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, ERGA comme groupe de régulateurs européens
était un groupe d'experts, voilà, un groupe d'experts de la Commission, en fait, donc totalement dépendant de la Commission. Maintenant, ce groupe d'experts évolue et devient en fait un organe indépendant qui pourra vraiment avoir, avec toutes ses propres règles de procédure, soumettre des opinions. Donc il a beaucoup plus de tâches, beaucoup plus de compétences, et donc il évolue vers quelque chose de différent. Ça sera une autorité indépendante européenne. Mais bien sûr, voilà, ce que peut-être qu'on ne va pas, par rapport à ce qui vient d'être dit, on va jusqu'à un certain point. Voilà. On n'a pas pu donner peut-être à l'ERGA la possibilité par exemple, d'adopter des décisions allant à l'encontre d'une décision nationale en matière de concentration, par exemple. Donc, on a trouvé ça difficile parce que c'est vrai qu'on est dans un secteur particulier aussi, pluralisme des médias. Il y a beaucoup d'États membres qui... dans le passé surtout, maintenant la chose a changé, mais c'était considéré comme vraiment une prérogative nationale. Maintenant les choses ont changé, on doit aller vers plus comment dire, d'intervention, mais bien sûr on doit se limiter aussi, et c'est pour ça je crois que ceux d'entre vous qui étaient là lorsque la vice-présidente Jourova a fait son locution plus tôt dans la journée, elle a expliqué qu'en fait, c'était vraiment une législation qui se base sur des, disons, principes communs, mais ce n'est pas une harmonisation totale, en fait. Donc, dans notre analyse d'impact, on a également essayé d'aller plus loin, disons. On a considéré, est-ce qu'on pourrait aller sur certains points plus loin et harmoniser complètement au niveau européen certaines procédures, mais c'était considéré que voilà, ça n'irait pas, parce que quand même, il faut qu'on soit en conformité avec les principes de proportionnalité, de subsidiarité de la législation européenne. Et donc, ce n'était pas possible d'aller plus loin que ce qu'on a actuellement proposé. Merci beaucoup pour cet éclairage. On va peut-être donner la parole à la salle, si certains d'entre vous ont des questions. Oui, je crois qu'il y a déjà des questions. Oui, merci beaucoup pour cette présentation et puis déjà ces premiers échanges. Je m'appelle Vincent Lequeux, je travaille pour Toute l'Europe, donc un média qui est en ligne et qui traite des questions européennes. Je voulais un peu savoir, vous avez parlé un peu du changement qu'il y avait aujourd'hui, du fait que la Commission avait fini par réaliser que l'information était, enfin en tout cas qu'elle avait fini par écrire que l'information était un bien public pas comme les autres. Est-ce que vous avez un peu une idée, c'est une question qui est pour les trois intervenantes, mais du cheminement qui a été fait, pourquoi est-ce que je ne sais pas si en 2022 ou dès 2019, peut-être dès le mandat de la nouvelle commission, il y a eu ce cheminement qui a été fait. Il y a eu, ou est-ce que c'est un projet qui date depuis plus longtemps, le fait qu'effectivement on ait un règlement européen qui traite enfin de la liberté de la presse et de la protection des médias? Merci pour cette question. Oui, comme j'avais dit, nous, on parle déjà de ça depuis plus longtemps. Je pense qu'il y a deux choses. Un, c'est cette commission, c'est vraiment la première commission, je pense, qui prend un peu des problèmes de pluralisme des médias au sérieux. Mais ça ne tombe pas du ciel. On vit dans une période d'une fragilisation d'informations indépendantes énorme. On avait dit, et c'est pourquoi aussi je pense qu'on parle de financement, il faut vraiment voir cette approche holistique. Il y a des problèmes dans tellement des niveaux différents. Il y a problèmes avec les financements du journalisme, donc de plus en plus difficile de faire le journalisme indépendant. Il y a un problème des démocraties illibéraux où les journalistes sont les premières cibles. Mais il y a aussi un problème dans nos pays encore démocratiques qui commencent aussi de cibler de plus en plus les journalismes contre eux, spécifiquement en des groupes plus aux extrêmes, à deux côtés. Les journalistes sont ennemis. Et beaucoup de gouvernements utilisent aussi la radio et la télévision publique, on n'a pas encore parlé de ça, contre eux. Donc c'est pourquoi pour nous c'est très important dans l'article aussi
qui défend la radio-télévision indépendante, qui défend l'indépendance politique, mais aussi au niveau financier. On vit dans une période de désinformation énorme et je pense au niveau européen, on a compris, ce n'est pas seulement un problème d'information, c'est vraiment un problème plus large qui nous touche tous, nous touche nos démocraties. Oui, je pense que de manière générale, au cours du mandat précédent, Commission comme Parlement, et peut-être à une moindre mesure les États membres, on a eu du mal à réveiller les États membres, il y a eu une prise en compte que simplement, de manière générale, l'État de droit n'allait pas. Voilà. On était dans un narratif, une histoire qui était que nos pays étaient des démocraties qui s'étaient affirmées, qu'on ne revenait pas en arrière. Et on s'est trompé. Bien sûr que nos démocraties, elles peuvent revenir en arrière, comme les droits des uns et des autres peuvent toujours repartir en arrière. Et donc, il y avait cette espèce d'idée que c'était linéaire et que finalement, on avait fait entrer des pays et que donc non seulement ces pays qui rentraient auraient tout à fait notre système, mais en plus, même nous, les anciennes démocraties, on perdurerait complètement sur tous ces sujets-là et on ferait que progresser. Et donc, c'est pas la seule chose qu'on voit dans ce mandat. On voit aussi le rapport État de droit mis en place par Didier Reynders, commissaire à la justice. Voilà, on voit... Il y a, bon, je suis très très critique de l'Union européenne et je suis très inquiète et préoccupée, etc. Mais en réalité, il y a quand même de plus en plus au Parlement et à la Commission des gens qui ont une espèce de pensée enfin, qui se vivent un citoyen européen avant de se vivre citoyen de leurs États membres. Et donc, il y a des gens comme Madame Jourova, par exemple, c'est assez intéressant parce que ça, au début du mandat, c'était pas terrible, hein, Babi en Tchéquie, et elle vient de ce parti-là, et pourtant elle était déjà capable de dire des choses sur son État. C'était assez intéressant comment elle arrivait déjà. Donc on commence à avoir comme ça une prise de conscience européenne de, on est le niveau qui essayons de rétablir les choses quand ça va mal dans les pays. Le Covid est venu par-dessus ça. Mais déjà avant le Covid, il y a quand même eu aussi la très grande problématique du Brexit en anglais, au UK, et de la désinformation terrible qu'il y a eu à cette époque-là, et que l'Union européenne n'a pas été capable de répondre, elle n'a pas été capable de réagir aux mensonges qui étaient dits. Et puis, il y a eu un certain nombre d'autres élections dans d'autres pays où on s'est senti fragilisé. Donc, du coup, et sur la question de la désinformation, et sur la question de l'importance du pluralisme des médias, des vraies informations données par les journalistes, et donc la qualité, on s'est enfin aperçu que c'était important d'avoir des journalistes indépendants et de qualité, c'était bien. Et ben ça aussi, ça vient des différentes élections où il y a eu des inquiétudes de manipulation d'un côté ou de l'autre. Oui, je pense que tout a été dit, donc je ne vais pas répéter. C'est vrai que les rapports de l'état de droit, c'est vrai que c'est ce qui a mené un petit peu aussi à ce qu'on voit les problèmes qui existaient en fait, au niveau européen. Et j'ajouterais en fait en plus tout ce qui est un petit peu concurrence globale, internationale, parce qu'il y a quand même, voilà, la santé des médias devenait fragile. On regardait aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut-être empêche les médias d'aller au-delà. Donc, je crois que la concurrence avec les plateformes globales aussi a été, disons, quelque part derrière dans notre pensée pour voir que les choses évoluent et elles évoluent assez vite. Merci. Vous avez parlé de la distance de plus en plus grande entre les États-Unis et l'Europe sur les questions qui touchent à la régulation des médias. Alors, on dit souvent que les États-Unis sont 28e membre de l'Union européenne et vraiment particulièrement puissant par la présence de leurs lobbyistes, par la diplomatie américaine très présente à Bruxelles sur les questions qui touchent notamment à la législation sur Internet. Alors, que se passe-t-il en fait? Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la position? Quelles sont les mesures qui sont prises du côté américain pour essayer d'avoir une influence sur l'EMFA qui correspondent à leur conception de la liberté d'expression, par notre premier amendement, qui est quand même contesté par la philosophie européenne qui s'exprime dans l'EMFA, ou les questions qui portent sur la régulation des GAFAM, qui aux États-Unis reste de moins en moins quand même, mais reste quand même un sujet extrêmement difficile. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment une interaction? Est-ce que vous discutez avec des partenaires américains, notamment ceux qui sont en train de réfléchir, après ce qui s'est passé sous Trump, à une régulation quand même des médias? Comment ça se passe, cette interaction entre les deux rives? Parce qu'il y a un rôle américain qui est très, très, très important à Bruxelles.
Je crois que Mme Sakova avait plus ou moins répondu à la question tout à l'heure en expliquant qu'il y avait eu une consultation préalable sur le European Media Freedom Act et que pas mal d'acteurs, notamment ces plateformes américaines, avaient répondu. Mais après, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose ou... D'abord, il y a quand même une capacité aussi de l'Union européenne à bouger des choses là-bas. C'est le cas sur la protection des données, par exemple, très clairement, et sur la surveillance de masse. Je ne dis pas qu'on fait des progrès immenses, mais n'empêche que la question qu'il faut mieux protéger les données, la question que la surveillance de masse est un problème et que grâce à des gens comme Max Schrems, qui en sont à leur 50e procès, en fait, ça pose des problèmes sur le flux de marchandises, etc. Voilà. Et donc, il y a des démocrates, notamment, qui s'emparent quand même de ce qu'on fait pour, eux, de leur côté, dire, vous voyez, de toute manière, on n'arrivera pas à faire de l'échange de commerce tant qu'on ne protégera pas mieux, voilà, et tant qu'on arrêtera de surveiller. Et il faudrait quand même qu'on arrête de surveiller nos citoyens comme on le fait. De même, sur DSA, DMA, là, ils ont été très, très présents, mais c'était pas tellement les gouvernements, c'était effectivement les lobbies, c'était les lobbies des grands, voilà. Ils ont été très, très présents sur DSA, DMA. Je crois pas qu'ils ont été présents sur le Media Freedom Act. Voilà. Et j'ai envie de dire à l'inverse parce que moi je travaille, les lobbies viennent pas me voir en Libé, je peux pas faire des lois qui les intéressent, donc ça ils s'en fichent, mais moi ceux qui peuvent me parler c'est les activistes, et par contre le monde américain s'inquiète de la montée de l'extrême droite en Europe de manière cruciale, il s'en inquiète vraiment de manière très importante. Bon, il y a le fameux exemple des financements George Soros qui est assez connu, mais en fait, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de financements aujourd'hui pour aider le journalisme indépendant, etc. Et eux, ils considèrent, au contraire, qu'on est en retard sur la réponse numérique. Moi, je suis un très bon exemple de ça, parce que les réseaux sociaux, je suis vraiment nulle et j'arrive pas à y consacrer du temps. Je trouve que c'est chronophage, mais eux, ils considèrent qu'on est très, très mauvais par rapport à ça et dans notre capacité à répondre à l'extrême droite, etc., et à raconter une autre histoire, et voilà. Et du coup, ils ont un regard là-dessus, et du coup, je pense que ils aident un certain nombre de médias indépendants, ils aident un certain nombre d'activistes et de citoyens qui travaillent sur ces questions, ils aident à contrer la désinformation. Ils sont aussi très inquiets par rapport à la désinformation russe, etc. Donc, ça marche bien dans ces deux sens-là. Moi, je ne peux pas dire grand chose sur les politiciens américains. Je peux juste dire que sur les académiques, il y a quand même une certaine jalousie qu'ils ont, qui voient qu'est-ce qu'on a ici. Ils disent aussi, vous se plaignez, nous, on n'a même pas une radio-télévision publique, on n'a plus rien. Donc, ils sont très, très curieux qu'est-ce qu'il se passe. Et je pense pour eux, ils ont aussi un intérêt vraiment approfondi qu'on aura un Media Freedom Act qui desserve son nom. Oui, je pense que c'est vrai que je peux dire par rapport à ce qui vient d'être dit aussi. Donc, pour l'instant, disons qu'on n'a pas eu, à mon niveau, après je ne sais pas au niveau politique ce qui se passe exactement, mais il n'y a pas eu directement de contact avec les États-Unis. Il y a eu, bien sûr, dans le cadre de la consultation, il y a des plateformes, donc bien sûr, qui ont répondu, qui ont vu notre consultation et qui étaient intéressées. On verra au stade, généralement, juste par expérience, c'est vrai que les discussions s'intensifient le plus que, lorsque les négociations avancent, et c'est là où de plus en plus de lobbying commence à démarrer. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, je ne connais rien à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. On a des questions. Oui, j'ai une question. Donc, je m'appelle Romary Daval, je suis membre d'un bout des médias. Je suis français, c'est important pour la question. J'ai l'impression que dans le cas de la France, très peu de gens parlent de l'EMFA. Pour être franc, je ne vois pas les politiciens en parler du tout. Et je vois très peu d'associations en parler. Et est-ce que c'est... Alors, la question porte sur la France parce que je suis français et puis que je peux constater, mais est-ce que c'est le cas dans d'autres pays? Est-ce que c'est plus ça intéresse plus d'autres pays? Alors, de manière générale, ce qui se passe au niveau européen, on en parle en France très peu. Ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays. Voilà.
Déjà, c'est un premier élément de réponse. Il y a aussi une espèce de... Bon, après, quand en plus on voit les débats de l'Assemblée nationale et du Sénat en France, voilà. Le monde, parfois, j'ai l'impression que parfois, ce qui se passe au-delà des frontières françaises n'arrive pas jusqu'au monde politique français. Il y a une espèce d'absence de compréhension qu'il y a un monde qui les entoure. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si, il y a quand même eu... donc le Media Freedom Act, non, il n'existe pas. En plus, il a un nom anglais. Donc tant qu'il aura un nom anglais, il n'y aura personne qui en parlera en France. Mais par contre, la question Bolloré... Elle a fait débat. La question de la fin de la taxe la redevance, merci, elle a fait débat. Et c'est vrai que c'est toujours un étonnement pour moi qu'à un moment donné, il n'y a pas un lien fait avec ce qui se passe dans le reste du monde, et de l'Europe notamment. Et c'est pour moi, c'est un sujet de grande... Enfin, la France est un sujet de grande inquiétude sur l'état de droit en général, mais notamment sur la question des médias. Ce qui s'est encore passé récemment sur un plateau de télé, on ne va pas le raconter ici, parce que je pense que ce n'est pas intéressant de mettre en valeur... Mais il s'est passé quelque chose de vraiment grave et méchant sur un plateau de télé. Ça arrive assez régulièrement sur ce plateau de télé-là. Mais quand même, je veux dire, il va falloir qu'à un moment donné, en France, on se rende compte qu'on n'est pas très, très loin de ce qu'on peut voir sur des télés hongroises de temps en temps. Et que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, M. Bolloré, qui détient tout cela, il n'est pas proche du président de la République, ou en tout cas pas trop proche. Il avait plutôt un autre candidat en tête au moment des présidentielles. Mais s'il décide de changer de cheval de bataille, moi je suis très inquiet pour la France. Si demain il décide qu'il se met au service de Macron, on aura la même situation. Voilà. Et donc, oui, il y a un problème de connexion en France sur le fait que des choses se sont déjà passées ailleurs qui peuvent arriver en France, qu'on n'est pas immunisé. Il y a une espèce de conviction qu'on est immunisé, ce qui n'est pas le cas. Et il y a un problème, effectivement, d'intérêt parfois sur ce qui se passe sur la sphère européenne. Il me semble que le Media Freedom Act, il a de l'écho, notamment dans les pays de l'Est, parce qu'ils ont vécu ça et qu'ils ont été demandeurs et qu'ils ont poussé à ça. Il a de l'écho dans des pays où des journalistes sont morts, en Grèce, etc. Voilà, donc voilà, je ne sais pas effectivement pour l'Allemagne, par exemple. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Et exactement, donc il y a des pays où il y en a un trait, et je pense maintenant aussi la République tchèque qui a la présidence, elle a pris quand même une charge assez importante. En Allemagne, il y a pas mal de discussions, mais pour moi, pas dans la bonne direction. Vous savez, c'est un système très fédéral, donc pour eux, la chose plus importante, ne touchez pas nos Länder, la média, c'est réglé par les Länder, donc même pas par Berlin, et surtout pas par Bruxelles. Donc il y a une peur énorme que Bruxelles pourrait réguler quelque chose. Même sur le contenu de la radio-télévision, ils parlent, et je ne vois pas ça dans ces textes. Ça, c'est le cas en Allemagne. Dans les pays nordiques, c'est un peu similaire, parce qu'eux, ils disent tous, pour nous, notre système va très bien, tout est dans la Constitution, on n'a pas de problème, et ils ont peur, c'est comme avec le salaire minimum, ils ont peur d'une dégradation, et on les dit 1000 fois, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y aura pas, il y a partout les garanties, rien ne va changer pour les pires, mais cette peur est là. Donc on est en train de travailler avec eux, parce que par exemple la Suède prend la présidence après la Belgique, donc ça va être très important pour nous qu'ils prennent en charge. Mais ça, c'est maintenant aussi le travail de nos membres, de vous tous, de mettre ce débat dans le public. C'est normal, on n'est pas encore là, on est au début là. Mais je pense que ça, c'est très important. Merci beaucoup. Je crois que je vais laisser la parole. Bonjour, je voulais juste rebondir. Je suis Clotilde Lecause et je suis responsable des projets internationaux de journalisme et citoyenneté, co-organisateur de cette première édition des Assises. Et je voulais aussi vous dire qu'on s'engage, nous, à mettre ça au débat dans notre prochaine édition des Assises à Tours, pour le coup, donc en France, fin mars. Le European Media Freedom Act aura vraiment sa place. On le savait déjà, mais là, on en prend encore plus conscience. Et évidemment qu'on va suivre tout ça très attentivement. Donc, venez nous voir en mars. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Peut-être encore une dernière question? Ouais. On m'entend? Oui, c'est bon. Moi, j'avais une petite question pour Madame Tsakova, notamment sur la question des obligations de transparence, en fait, sur la question de les médias sur leur propre site doivent indiquer qui est
propriétaires, par exemple, etc. Je me demandais qu'est-ce que la Commission a en tête pour ce truc-là, parce que par exemple sur la protection des données, les sites doivent indiquer ce qu'ils font des données, mais en fait c'est écrit tout petit, c'est écrit c'est des textes qui sont incompréhensibles, et donc en fait oui c'est indiqué, les sites l'indiquent, mais personne ne les lit, en fait on appuie juste sur le bouton, et je me demandais du coup quel était qu'est-ce que la Commission a en tête pour éviter ce genre de situation sur les informations qu'il faut présenter. Okay. Si j'ai bien compris la question, donc que la façon dont les médias vont dévoiler ces données ne serait pas lisible, en fait. C'est ça que... Oui, voilà. OK, juste pour être sûr que j'ai bien compris. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas tellement dans le détail au stade du règlement. Donc, je crois que on qualifie que les données doivent être facilement accessibles, directement accessibles. Voilà. Maintenant, je pense que si un journal, par exemple, ça aussi, c'est pas très prescrit d'ailleurs. Est-ce que le journal doit indiquer le propriétaire dans chaque publication, par exemple, ou est-ce que c'est peut-être qu'il peut le faire peut-être une fois par mois, indiquer clairement quelque part la dernière page, en bas de page, ceci. Voilà, on va pas dans tous ces détails au niveau d'un règlement européen. Donc, à mon avis, c'est difficile de répondre. Est-ce que tant que l'information est là, même si c'est en caractère 8, je crois que ça sera difficile d'aller contre cela. Si juste je peux dire que, par contre, nous, on n'a pas encore eu au Parlement... Enfin, on n'a pas encore... Voilà. Donc, nous, on va venir rajouter tous ces petits amendements de détails très compliqués. On va faire plein d'amendements. Et il y en aura quelques-uns qui seront pris. Voilà, donc on va peut-être réussir à aller un peu plus loin sur certains sujets ou être plus précis sur certains sujets, etc. Il y a plusieurs commissions qui travaillent dessus au Parlement. Il y a la Libé, il y a Culte, on est plusieurs concernés. Et on va venir enquiquiner là-dessus. Merci. Je crois que ça permet bien de clôturer ce débat. Donc la suite au Parlement européen, donc pour les débats pour amender ce texte, qui est des débats qui risquent d'être très riches. Merci encore à nos 3 invités. Je suis très fier qu'on ait réussi à réunir un panel de 3 pays différents ce soir. Et merci d'être venus nombreux. Merci aux assises journalistes de nous avoir accueillis. Et puis bonne soirée à tous et bon week-end. Merci.